voir, je me suis accompagnée d'un élément. Mais mon encens est éteint. Alors, je vais le rallumer. Je vous propose qu'on l'allume ensemble. Carotte bâtonnée à la vanille. J'ai jamais utilisé d'encens. Je ne savais pas trop comment on l'allumait. Alors, on l'allume. En espérant que mon allumette s'allume assez vite. La boîte est un peu usagée. Donc on met le bâton au-dessus. Il faut laisser prendre un petit peu la flamme. Voilà.
Stéphane Soutoul, au texte et histoire, et l'illustration Audrey Lozano. C'est de très beaux dessins. Lucille, 14 ans, ne se supporte plus d'être persécutée entre deux cours par Myriam et sa bande. Désespérée, elle trouve refuge dans l'immense forêt voisine afin de fuir les primates des autres collégiens. La jeune fille s'aventure au cœur d'un territoire sauvage qui fait l'objet de rumeurs inquiétantes, car on le dit hanté. C'est dans ce royaume champêtre, en marge de la civilisation, que Lucille rencontre Sylvain. Ce dernier fabrique d'énigmatiques masques qu'il offre aux arbres, sous la protection du garçon solitaire. Lucille découvre les esprits de la nature veillant sur la forêt. Un sanctuaire qui va lui redonner le goût de vivre, d'aimer, et où la cruauté humaine ne revendique aucun droit. À partir de 11 ans. Donc ils indiquent que c'est pour les adolescents. Alors, je trouve que c'est une belle chose. Note des éditions Elixiria. Même si ce livre a été réalisé avant tout pour vous divertir, avec un très beau voyage dans l'univers de l'imaginaire, Stéphane Soutoul aborde ici un sujet difficile qui lui tient à cœur, celui du harcèlement scolaire. Ainsi a-t-il souhaité qu'une partie de ses droits d'auteur soit reversée à l'association Marion la main tendue, qui lutte pour que ces agissements intolérables n'existent plus. Touchés par ce geste, les éditions Elixiria ont décidé d'apporter également leur soutien en faisant un don à part égale à celle de l'auteur pour cette même association dont vous trouverez le lien ci-dessous. Donc ici. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dumbledore, J.K. Rowling. Chapitre 1. Le quatuor infernal. Petite, j'avais peur d'un tas de choses. L'obscurité me flanquait une trouille bleue, tout comme les insectes et la vitesse en voiture. On répétait sans cesse à la télévision que beaucoup de gens mouraient chaque année dans des accidents de la circulation. D'une nature inquiète, je ne voulais pas qu'un malheur nous arrive, à mes parents et à moi. J'étais une gosse facilement impressionnable. Ces phobies appartiennent aujourd'hui au passé. Oh, la peur ne m'a pas abandonnée pour autant. Ça non. À 14 ans, je dirais même qu'elle me mine l'existence. Sournoisement, mes frayeurs ont juste changé de visage. Ce n'est plus le noir, les araignées ou les excès de vitesse qui me dérivent. Hélas, mon cauchemar prend la forme d'une activité en apparence des plus normales pour quelqu'un de mon âge. Je tremble à la simple idée de me rendre au collège. Les cours, les élèves, les professeurs. Penser à tout cela me suffit à me tordre l'estomac. Je peine à comprendre comment j'ai pu en arriver là. L'appréhension ne me laisse plus de répit. La perspective de côtoyer les autres adolescents me plonge dans la plus atroce des angoisses. Vivre constamment dans la crainte est un supplice difficile à imaginer. Il s'agit pourtant d'un calvaire que j'endure jour et nuit. La hantise du collège commença à s'immiscer en moi il y a de cela plus de 3 mois environ. C'est la période à laquelle j'ai emménagé dans une ville baptisée Lornay-du-Val. Il s'agit d'une bourgade paisible située dans le Massif central qui compte à peu près 30 000 habitants. Avant que je ne plie bagage, les copines de mon ancien collège me taquinaient en disant que j'allais m'installer dans un coin paumé.
C'est vrai que l'Ornée du Val est un endroit sans prétention et de taille modeste. Pourtant, la ville ne m'a d'abord fait bonne impression. Elle cohabite avec une vaste zone forestière qui s'étend à perte de vue. J'ai toujours eu un fait pour la nature. La végétation est si dense que, certains matins, en ouvrant les volets, un parfum de résine de pin vient me titiller les narines. Mes parents sont libraires. Ils ont quitté Lyon pour réaliser leur rêve. Ce dernier consistait à ouvrir leur propre boutique dédiée au roman, à la poésie, aux belles proses. La passion des livres coule dans les veines de ma famille. Sur l'enseigne du magasin, rédigée en lettres dorées, est inscrit Librairie Bossu. Et en dessous, en caractère plus petit, si les livres ont un royaume, c'est ici. En suivant mon père et ma mère, j'étais loin de me douter que notre ville d'adoption se révélerait beaucoup moins charmante qu'elle n'y paraissait au premier abord. J'eus un aperçu du tourment qui m'attendait alors que nous n'avions pas encore fini de déballer les cartons du déménagement. Le collège Gustave Eiffel prit pour moi l'allure d'un enfer quotidien, dès le premier jour où j'y mis les pieds. La faute au rire moqueur qui me sont destinés. La faute au mépris que je ne peux lire dans les regards braqués sur moi. La faute au rejet qu'on me témoigne sans que j'aie jamais eu la moindre chance de me faire accepter. Si les dernières semaines m'ont bien appris une chose, c'est que la peur s'accompagne quelquefois de la plus inavouable honte. Parce que oui, même si c'est stupide de ma part, j'ai honte que les gens de mon nouveau collège me traitent comme si j'étais une pestiférée. Ni frère, ni sœur, ni ami. Je n'ai personne à qui confier mes déconvenues. Trouver une oreille compréhensible me ferait pourtant un bien fou. À la place, j'en suis réduite à garder au fond de mon cœur une souffrance dévastatrice. Je me suis abritée sous l'arrêt de bus le plus proche du collège, en secouant mon parapluie dégoulinant. L'Ornée du Val est une ville pluvieuse, et les températures ne sont pas folichonnes. Je remonte le col de ma doudoune kaki matelassée. Il est 16h15. Nerveuse, je jette fréquemment des coups d'œil à la montre Sillon que ma mère m'a offert pour mes 13 ans. Il s'agit là d'un cadeau dont je ne me sépare jamais. Sans doute parce qu'il m'apporte un peu de réconfort. Halte aussi des reçus. Le rose n'est pas forcément la couleur préférée des filles. Loin de là. J'en suis le parfait exemple. Pour ma part, j'adore le bleu et les nuances qui se déclinent. Tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Le sac jeté sur mon épaule, dans lequel je range mes affaires de cours, tire quant à lui sur un joli bleu marine. J'essaie de me tranquilliser, car il ne reste pas longtemps à patienter. La navette qui me ramènera à la maison ne devrait plus tarder. La pluie battante se calme au fil des minutes. Les autres adolescents qui attendent sous l'abribus sont dans la même classe que moi. Cependant, ils ne se comportent pas comme si je n'existais pas. Tant mieux. Quitte à choisir, je préfère l'ignorance aux plaisanteries de mauvais goût sur mon nom de famille, ma façon de m'habiller, mes yeux verrons ou que sais-je encore. Depuis que je suis inscrite à ce collège, j'ai appris qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée. Et puis de toute façon, ce n'est pas vu d'un bon œil qu'on surprenne quelqu'un en ma compagnie. On prend soin de m'éviter et rien ne semble en mesure de remédier à cela. Tout à coup, mon cœur manque un battement. Je retiens mon souffle en apercevant le groupe de 4 collégiens qui arrivent dans ma direction. J'ai beau tourner la tête, mon regard a brièvement croisé celui de Myriam Desplat. Cette dernière est la principale source de mes terreurs. Terreur, le mot est lâché. Myriam est la fille qui me mène la vie dure depuis mon arrivée au collège. Pourquoi est-ce qu'elle a fait de moi sa bête noire? Mystère. Le dégoût mêlé de haine que je lui inspire n'a pas d'explication rationnelle. Son cœur se met à battre la chamade. Je panique en entendant les voix railleuses qui se rapprochent de moi. Comme d'habitude, Myriam est flanquée de ses 3 fidèles acolytes.
Ces quatre-là forment une bande soudée, toujours partant pour me jouer de sales tours. Myriam désigne son groupe d'amis comme étant sa tribu. Mais regardez qui voilà, lance Myriam à ses comparses, tout en feignant la surprise. C'est la bossue. La bossue est le triste nom dont on m'a vu depuis mon arrivée. Plus précisément, c'est à Myriam que je dois ce sobriquet. C'est un peu comme si elle avait collé une étiquette sur mon front et que je ne pouvais plus m'en débarrasser. Je tourne machinalement la tête vers le groupe qui fond sur moi d'un air décidé. Après les battements de mon cœur, c'est maintenant au tour de ma respiration de s'affoler. Un sentiment de panique m'envahit tout entière. Je n'ai plus le temps de quitter l'abribus. Seulement quelques mètres me séparent désormais de Myriam et de sa tribu. Je les appelle le quatuor infernal. Ils n'auraient aucun mal à me rattraper s'ils me prenaient l'envie de fuir. Je me suis trompée en croyant que mes persécuteurs avaient quitté le collège. Myriam, avec son langage cultivé et les airs chasses qu'elle se donne, est la coqueluche du collège. Elle tient à renvoyer une image la plus irréprochable possible, du moins en présence du corps enseignant. Sans doute que le quatuor infernal a attendu dans un coin que la pluie cesse. Ils se sont mis à l'abri des regards pour fumer quelques cigarettes. Les apparences revêtent une grande importance pour les filles aussi ambitieuses que Myriam. Rien ne doit entacher leur réputation, ce qui les oblige à se répandre en faux semblants. Elles ne sont pourtant pas aussi parfaites qu'elles veulent le laisser croire. Je me trouve dans la mouise jusqu'au cou. D'habitude, à la fin des cours, je décampe le plus vite possible afin d'éviter tout risque de tomber sur sa clique. Je préfère marcher en me disant qu'un peu d'exercice ne peut pas faire de mal. Je prends ensuite le bus quelques arrêts plus loin. Aujourd'hui, cette satanée averse m'a rendue imprudente et je m'en veux horriblement. Myriam, Virginie, Yann et Elliot. À bien y réfléchir, l'expression des quatre adolescents qui viennent droit sur moi me rappelle celle d'une bande de hyènes en train de chasser. Le sourire malveillant par-sur leur visage ne présage rien de bon. Une belle illustration. Chapitre 2. Une brutalité intolérable. Mon instinct voyait juste en pressentant que les choses allaient mal tourner. Je suis prise au piège. Yann et Elliot m'ont encadré. Les deux garçons font attention à ce que je ne leur file pas entre les doigts. Yann pourrait avoir un physique charmant, mais l'acné ravage son visage. En plus, les cigarettes qu'il fume lui donnent une haleine de chacal. La lueur sinistre qui stagne dans son regard noir m'a toujours mise mal à l'aise. Le plus dangereux, toutefois, reste Elliot. Celui-ci est le champion toute catégorie du redoublement. La coupe à la brosse. Il est carrément plus grand et costaud. Du haut de ses 16 ans, bientôt 17, le gaillard aux larges épaules et aux bras démesurément longs frôle déjà le mètre 90. Néanmoins, ces deux vauriens qui suivent Myriam, comme son ombre, et font leur coup sournoisement, ne sont pas les pires. Virginie est le membre du groupe dont je me méfie tout spécialement. Je ne connais que trop bien sa méchanceté. Pour accompagner son maquillage surchargé, elle arbore ses éternelles couettes décolorées qui la font ressembler à un personnage de comique. Elle ne cache pas son admiration pour le personnage de comique Harley Quinn. Virginie s'est glissée dans mon dos après m'avoir lancé un sourire carnassier, semblant vouloir dire « Compte sur moi pour ton son et ta fin d'après-midi en enfer ». Myriam se tient devant moi, les bras croisés. Quelques pas nous séparent. Elle me toise avec des dents. Sa haine pour moi est palpable. Je peux lire dans ses yeux verts l'écœurement que je lui inspire. Elle est ravissante avec son chemisier imprimé, le foulard en cachemire qui protège son cou et le blazer en velours bordeaux qui lui confère un charme fou. Toutes les filles du bahut rêvent de lui ressembler. Une opulente chevelure d'un noir intense tombe sur ses épaules. Contrairement
astuce du maquillage, Myriam se contente d'appliquer une touche de rose sur ses lèvres en cœur. Je me sens toujours pathétiquement insignifiante face à elle. Myriam nourrit une véritable passion pour les vêtements de marque. Est-ce qu'on appelle une fashion victime? À l'inverse, je ne prenne qu'une importante minimale à ma garde-robe. La mode, très peu pour moi. Le sac que Myriam porte en bandoulière est un cabas en jean estampillé. Guess, top tendance. Mon sac à dos bleu des plus basiques fait pas le figure en comparaison. Mais je m'en fiche. Ce n'est pas comme si je faisais une course à la popularité ou que je voulais attirer sur moi tous les regards dans les couloirs du collège. Pour l'heure, je souhaiterais plus que tout avoir le pouvoir de devenir invisible pour échapper au quatuor infernal et rejoindre la protection de ma chambre. Alors la bossue, ça roule. En prononçant mon nom qu'elle déforme, Myriam donne l'impression de cracher la pire des insultes. Elle m'interpelle tout en avançant, puis passe un bras autour de mon épaule. Sa familiarité provoque aussitôt un malaise en mon fort intérieur. L'intonation sarcastique tapie dans sa voix me fait froid dans le dos. J'ai l'impression dérangeante qu'un serpent s'enroule autour de moi. Ça peut aller, marmonnai-je d'une voix trop faible à mon goût. Est-ce que tu serais partante pour venir faire un tour avec nous et boire un milkshake? Tu verras, ça sera super sympa maintenant que la pluie s'est arrêtée. Sympa pour vous, 4, oui. Songeais-je tout en m'efforçant de sourire de mon mieux. Je sais que Myriam et sa tribu ont l'intention de s'amuser à mes dépens. Il faut à tout prix que j'arrive à m'éclipser. Oui, ça serait sympa. C'est dommage que je doive rentrer. Il faut que j'aille donner un coup de main à mes parents à la librairie. Il s'agit d'un mensonge alors que je n'aime pas en raconter. Je ne me connais plus quand Myriam se trouve à proximité. Elle fait ressortir une part de lâcheté dont je ne me serais jamais cru capable. C'est comme si ma personnalité s'effaçait pour laisser place à une autre vie, prête à faire n'importe quoi pour ne pas s'attirer des ennuis. T'es pas drôle, rouspète Myriam en me jetant un regard oblique. Tu sais, la bossue, il n'y a pas que les bouquins dans la vie. Tu as l'intention de gâcher ta vie entière en lisant des trucs débiles. Non, bien sûr, La voix narquoise de Virginie me coupe soudain. Elle accompagne ses paroles en me donnant une tape dans le dos. Faut pas écouter ses excuses bidons. Tu sais quoi, Myriam? Je crois que la bossue nous ment. Si elle refuse de venir avec nous, c'est parce qu'on n'est pas assez bien pour elle. En entendant l'avertissement de son amie, les sourcils noirs de Myriam se froncent. Elle feint la contrariété. Le sourire qui flotte sur ses lèvres roses exprime un amusement qui ne me plaît pas. Je serre les poings de toutes mes forces en soutenant de mon mieux le regard de la fille devant moi. C'est vrai ce que dit Virginie, susurre Myriam en s'approchant davantage. Lentement tel un chat s'apprêtant à bondir sur une souris. Mes amis ne sommes pas assez bien pour une paumée de ton genre. Oh, excuse-nous, madame la bêcheuse. C'est vrai que tu viens d'une grande ville alors que nous ne sommes que des campagnards à tes yeux. Nous ne ressemblons pas aux jeunes cools que tu côtoyais à Lyon. J'ai raison. Je t'égludis avec peine. Ma voix vacille lorsque je tente de répondre à la provocation de Myriam. Ses yeux émeraudes dardent sur moi un regard hostile. Quelque part dans mon fort intérieur, je sais que me défendre ne fait qu'attiser la haine des collégiens qui m'entourent. Ma résistance apporte une certaine saveur à leur jeu cruel. Bien sûr que non. Je t'assure que je vous aime beaucoup tous les 4. Articuler ces quelques mots me demande un effort prodigieux. Yann perçoit ma fébrilité. Il m'assène une deuxième tape dans l'épaule cette fois-ci. Lui aussi sourit avec une cigarette figée au coin de sa bouche. Si tu ne peux venir en ville avec nous, tu as quand même le temps de griller une clope. Rassure-moi, me dit-il en scrutant ma réaction. Non, désolé, mais je ne fume pas. C'est mauvais pour la santé. Mes bredouillements divertissent le quatuor infernal, résolu à ne pas me laisser tranquille. Je prends une profonde inspiration. Le pathétisme de ma réponse provoque des éclats de rire. Ma peur monte d'un cran en voyant que l'hilarité de Yann dissimule
paraît saugrenu, surtout que je soupçonne Yann de vous monter une entourloupe. À contre-cœur, je tombe vers lui, ma main droite. Je me morigène intérieurement pour ma poltronnerie. Une fille courageuse enverrait balader Myriam et sa tribu en leur disant d'aller se faire voir. Une bravoure qui me fait défaut. Yann commence à examiner la paume de ma main. Le sérieux exagéré qu'il affiche serait comique dans un contexte différent. Sans prévenir, il m'empoigne. Je n'ai ni le temps ni la force de me dégager de son étreinte. Le garçon d'un mouvement rapide retire la cigarette de sa bouche et en écrase l'extrémité sur la paume de ma main. Ce n'est qu'après avoir aplati son mégot sur ma peau qu'il consent enfin à desserrer l'emprise qui retenait mon poignet captif. Ça alors, la bossue, tu avais raison. J'ai lu dans les lignes de ta main que ne pas fumer est drôlement mauvais pour ta santé. S'exclame Yann dans un élan d'euphorie. J'ai poussé un cri de surprise mêlé de souffrance pendant que Yann me brûlait. Des larmes courent maintenant sur mes joues brûlantes. Dans l'instant présent, la douleur physique est le cadet de mes soucis. Je me déteste accorder à mes tourmenteurs le plaisir de me voir pleurer. On va passer au chapitre 7. Une petite partie qui nous amène dans la forêt. La fuite dans la forêt. Fuir, d'accord, mais où? En tout cas, pas à la maison ou à la librairie Bossue. Je ne pourrais pas supporter la déception de mes parents en plus de l'inquiétude que je leur inflige. Affectueusement, en m'implorant de me montrer raisonnable, ma mère et mon père essaieraient de me convaincre par tous les moyens de retourner au collège. Et de cela, il n'en est pas question. Il faudrait que je raconte au principal les persécutions du quatuor infernal, croyant qu'une discussion résoudrait mes problèmes. Mon père et ma mère me tromperaient tous les deux en pensant une telle chose. Lors d'une confrontation verbale, je ne ferai pas le poids face à Myriam. Si je l'accusais entre quatre yeux de me nuire, elle parviendrait à démontrer mes arguments les uns après les autres. Elle ne se départirait à aucun moment de son air angélique, ni de sa bonne manière. La situation basculerait inévitablement en sa faveur. Je ne me fais guère d'illusions. Au final, c'est moi qui passerai pour une pleurnicharde, pour une enquiquineuse ou pire pour une maboule. Non, il ne m'est décidément impossible de chercher du réconfort auprès de ma mère ou de mon père. Les parents savent souvent ce qui est le mieux pour leurs enfants. Néanmoins, quelquefois, il leur arrive aussi de se tromper en évaluant mal une situation. Le plus important, c'est que je ne suis pas à la recherche d'une forme de tendresse ou de protection. Ivre de panique, blessé au plus profond de mon âme, je souhaite uniquement m'éclipser de la surface du monde. La douleur lancinante à mon poignet est le cadet de mes soucis. Mes pensées sont sans dessus-dessous. J'ai un mal de chien à réfléchir. La météo est maussade. Une pluie tombe de manière ininterrompue. Heureusement que je portais ma doudoune kaki dans ma fuite précipitée. Remarquez, je me moque d'être mouillée. Après avoir erré sans but dans le centre-ville de l'Orne et du Val, évitant le quartier où se trouve la librairie de mes parents, une évidence s'impose à mon esprit englué dans la solitude et le mal-être. Les gens équipés de parapluies ou d'anoraks qui croisent mon chemin doivent penser que je suis folle à pleurer ainsi sous la fine pluie. Et qui sait, ils ont peut-être raison. Je ne veux plus voir personne. Toute présence humaine m'insupporte. Je refuse de lire la haine, la pitié ou le jugement dans le regard des autres. J'en ai assez de tout. Pour trouver une paix nécessaire, l'immense forêt que j'aperçois chaque matin en ouvrant les volets de ma chambre m'apparaît comme une échappatoire tout indiquée. Voici la Lorne et du Val, on l'a dit inquiétante, voire maudite. Rares sont les individus qui s'aventurent dans cet océan de verdure, s'étendant à perte de vue. Les chasseurs, aussi bien que les promoteurs immobiliers, évitent d'y aller. À en croire les rumeurs, au moins personne n'osera venir m'embêter ou se moquer de moi dans cette zone forestière.
majesté des arbres va de pair avec leur taille gigantesque. Ils sont impressionnants, à tel point que leur cime semble se dresser dans l'espoir de toucher le ciel gris. Cependant, même si elle a une triste réputation auprès des habitants du coin, je me dis que la forêt ne peut pas être plus néfaste que Myriam et ses acolytes. Je revois la méchanceté que brûlait tout à l'heure dans le regard de la fille brune. Un souvenir qui m'incite à pénétrer dans le sanctuaire sylvestre aussi intimidant que silencieux. Avant de quitter la clairière, je lève une dernière fois la tête pour voir l'arrivée du crépuscule. Les gouttes de pluie qui mouillent mon visage me font du bien. Être seul dans la forêt pendant la nuit ne m'effraie pas plus que cela. Un pas après l'autre, je m'engage dans le sous-bois, ressentant un fil insondable au plus profond de moi. Si je n'éprouve aucune appréhension à l'idée de me perdre au cœur d'un territoire sauvage, c'est peut-être parce que le collège Gustave Eiffel et ses élèves ont déjà épuisé toutes mes peurs. Je ne vais pas continuer la lecture plus loin pour respecter les droits d'auteur. J'espère que cette lecture vous a apaisé, qu'elle vous a rendu curieuse de découvrir. Je